Coucou, alors cette soirée seule, c'était pas trop dur? Écoute, d'abord je t'en ai voulu de m'abandonner, hein. Et puis j'ai réalisé que c'était l'occasion de regarder ce film, tu t'en souviens? Celui qui ne te tentait pas. Ah oui. Ah bah écoute, là ça me rassure un peu quand même, hein. Tu sais, finalement, je te remercie d'être sorti. J'ai passé une très bonne soirée, même sans toi. En cas d'amour, saison 5. Amour en construction. Un podcast de Luciana et Jean-Baptiste. Buffet numéro 6, Amour et dépendance. Épisode 2 sur 3, apprendre l'autonomie grâce à nos relations. Une utopie? Voici donc le deuxième épisode du buffet Amour et dépendance. Si vous n'avez pas écouté le premier, nous vous le recommandons vivement. À cette occasion, nous allons vous montrer comment nous pouvons nous servir de nos relations pour apprendre de l'autre, mais aussi avec l'autre, à acquérir plus d'autonomie, et ceci au service de la relation. Vous trouverez une illustration personnelle de cette évolution de la codépendance à l'autonomie interdépendante par Luciana. Bonne écoute. J'ai envie de te poser une question, là, après avoir fait cette introduction qui pose un peu les choses et où on va, comment tu peux exprimer ce que c'est pour toi que la codépendance et l'interdépendance et comment elle s'applique dans tes modes relationnels, comment elle s'est exercée, comment pourquoi pas elle a évolué aussi au fond après avoir eu cette expérience de codépendance. De codépendance. Matrimoniale. Matrimoniale. Oui. Donc en fait, je n'étais pas, avant de me marier, je n'étais pas forcément d'accord avec ce que le système proposait. On n'était pas dans un lien forcément très genré. On était deux personnes assez autonomes. Et c'est ça qui est surprenant. Je pense qu'on est tombé dans une forme de codépendance. Moi, je peux parler de la mienne vis-à-vis de tout ce qui est tâche un peu masculine, entre guillemets, ou masculine pour la distribution dans ce système. Et mon ex-mari, il est tombé dans la dépendance vis-à-vis des tâches féminines, parce que la charge mentale, l'organisation de la maison, etc., c'était moi. Et est-ce que ça a pu être lié à la parentalité ? Évidemment lié à la parentalité, à la durée des congés respectifs, au fait que les assistantes maternelles s'appellent assistantes maternelles, donc ça va très loin, c'est lié à tout un tas d'événements et de façons de nommer les choses, parce que les assistantes maternelles, si on les appelait assistantes familiales, ça changerait beaucoup de choses. Si les congés étaient équivalents, la mère, elle ne développerait pas un lien privilégié avec le bébé, le papa. Le père de mes enfants, il a pris 11 jours à l'époque de congé parental. Donc, de congé paternité. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule avec les bébés. Et c'est là qu'on est coincé. C'est là où, même si au niveau des idées, on n'est pas d'accord, dans la matérialité de la vie quotidienne, on est poussé. Et voilà, on est parti pour ce grand écart entre les tâches féminines maternelles et les tâches masculines, paternelles, etc. Donc, ça s'est fait comme ça. Tu veux dire que c'est le système social et légal tel qu'il est organisé en France que tu as vécu, qui a fait que tu as passé tes journées à t'occuper des enfants, les organiser, etc., les changer, acheter des vêtements, etc. Donc, prendre en charge une partie de l'activité, et au travers de ça, quand lui revenait du travail, de lui demander de s'occuper des choses dont tu ne t'étais pas occupé, c'est-à-dire affûter la tondeuse, refaire l'enduit, gérer la vidange. Et comme on a un bébé à surveiller, on fait des choses, on ne s'éloigne pas trop. Donc c'est l'univers interne de la maison, domestique, et puis aller s'occuper de la tondeuse, c'est quand le bébé il fait la sieste. Donc tout pousse à cette division-là. Donc j'ai fait un constat de codépendance
Et puis j'ai voulu, quand ce mariage a été fini, j'ai voulu développer mon autonomie pour entrer en relation autrement. Donc la codépendance pour moi, c'est le fait de sentir qu'il y a des tâches ou des choses qu'on n'est pas capable de faire, qu'on les a déléguées à son compagnon, sa compagne, et ça crée un état d'effet où on ne peut pas imaginer s'épanouir ou être libre ou aller au-delà de cette distribution-là. Après, il y a des nuances, il y a des degrés de sensation de dépendance. Moi, j'ai toujours travaillé, donc j'avais une autonomie financière. Je pense que ça protège beaucoup. Mais il y a pire quand on quitte son travail, qu'on soit un homme ou une femme, mais c'est beaucoup plus souvent les femmes. Après, on ne peut même pas imaginer sortir de l'état de codépendance parce qu'on ne sait même pas comment on va pouvoir subsister. C'est un niveau très concret. Subsister soi-même et faire vivre ses enfants. Donc, quelle autonomie réelle on peut avoir dans ce qu'on peut appeler un piège. On est dans un piège qu'on a créé soi-même de toutes pièces, même en se pensant féministe, indépendante, en travaillant, etc. Donc, Et pourtant, vous aviez, au moment du mariage, vous aviez déjà opté pour la question de la séparation des biens. Oui. Donc ça montre à quel point, même avec des idées d'autonomie, d'indépendance, on est capturé, on est piégé. En tout cas, sur un plan de fonctionnement, peut-être pas forcément sur un plan financier, ce qui t'a permis au moment de la séparation d'avoir plus de facilité à pouvoir trier de ce qui était, enfin à vous, de pouvoir trier de ce qui est à lui et ce qui est à toi, et donc de pouvoir mieux avancer sur ce sujet-là sans que la question restait comment vous avez géré en vous l'autonomie sociale, l'autonomie affective, l'autonomie du quotidien, dans la manger, se faire à manger, faire les courses, etc., etc. Comment vous avez repris en main ce que vous aviez abandonné à l'autre. Oui, j'ai vraiment des souvenirs. Les courses, c'était lui, et j'ai des souvenirs d'arriver dans un supermarché et de me dire, c'était comment qu'on faisait ce truc-là, les courses. Donc c'est quand même énorme. Et je pense, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'il a été très, très démuni face aux impôts, par exemple, toutes les démarches administratives. J'ai toujours tout géré à ce niveau-là. Et même dans un couple qui se voulait égalitaire, j'ai rien à dire. Il y avait beaucoup de domaines. C'est ça qui est encore plus triste, avec des espoirs et des envies de faire quelque chose d'égalitaire, on est quand même assez rattrapé. Et du coup, pour moi, ça c'est la codépendance. Et comment on peut aspirer à une interdépendance relationnelle, pas à une indépendance totale, on l'a déjà dit, on n'aspire pas à ça, on ne pense pas que ce soit quelque chose de bon. En tout cas, comment on peut cultiver son autonomie et la mettre dans une interdépendance. Exactement, c'est en cultivant l'autonomie, ce qui veut dire développer au maximum toutes les capacités possibles, qu'elles soient genrées au féminin ou au masculin, on s'en fiche. Devenir une personne le plus autonome possible soi-même, savoir faire tout ce qu'il faut faire pour mener une vie libre et indépendante, et à partir de là, entrer dans une relation et pouvoir déléguer des choses si on en a envie, si l'autre est d'accord, pendant un temps limité. Et avoir peut-être pas la certitude, mais pouvoir imaginer que là c'est confortable, c'est agréable, on est bien à mettre en commun, mais je peux survivre si l'autre il n'est plus là pour conduire, pour cuisiner, pour ceci, pour cela. Et on parle beaucoup du concret, mais même émotionnellement, que je peux survivre mais émotionnellement et affectivement sans ce lien-là, que je suis capable d'être seule dans ma maison, par exemple, ce qui n'est pas imaginable pour certaines femmes parce qu'elles ont peur. Donc moi, je n'ai pas peur dans ma maison, mais je connais des femmes qui ne pensent pas à se séparer parce qu'elles ne sont pas capables de vivre seules du point de vue de la peur. Donc ça peut aller très loin, la codépendance. Donc cultiver l'autonomie
de la façon la plus large possible, donne quand même un socle de sécurité pour choisir plus librement et entrer dans une relation parce que c'est un plus, parce qu'on en a envie, parce que c'est agréable, parce qu'on aime le partage. Et pas parce qu'on n'a pas le choix ou parce qu'on a besoin de l'autre ou parce qu'on imagine avoir besoin de l'autre. Oui, ça nous oblige à ne pas considérer l'autre comme un objet dans sa vie et de se dire je prends l'autre avec ce qu'il a et tant mieux s'il m'apporte des nouvelles choses. Et au contraire, même l'idée c'est de partager tout ce que je peux partager et d'accueillir tout ce que l'autre peut partager, me partager. Et dans cette interaction-là, me sentir à la fois complet, sentir que la relation est profonde, et en même temps ne pas me sentir en insécurité dès que la relation risque de ne plus exister. Et c'est là où pour moi la boucle est bouclée, quand au lieu de considérer la relation comme un lieu sûr auquel j'ai eu la chance d'être arrivée parce que l'autre il m'a choisi, donc je suis là, je suis tranquille, il va s'occuper de ceci, cela, même émotionnellement, affectivement, il sera là pour moi, il sera mon tout. Donc je peux me détendre et redevenir un peu enfant finalement, dépendante. C'est un état régressif. C'est un état régressif. Et donc de ne pas faire ça et d'utiliser la relation dans le bon sens du terme, de l'utiliser pour plus d'autonomie, c'est là où la boucle est bouclée. Parce que je suis autonome, je rentre dans cette relation-là, où j'ai au moins le souhait de développer mon autonomie. C'était un peu le cas quand on s'est rencontrés, nous. Oui. J'avais un énorme souhait d'autonomie parce que j'avais soif de liberté. Oui. Et je me suis servie de notre relation. Au lieu de te déléguer des choses, j'ai compris que je pouvais apprendre beaucoup de choses de toi, dans la voie de l'autonomie et de la liberté, et au lieu de dire « Ah, chouette, il va s'en occuper », tu m'as appris. Tu as fait des choses pour moi, très matérielles, très concrètes, tout en m'apprenant comment faire. Oui. Parce que c'est aussi mon petit côté éducateur éducateur qui ressortait là, à ce moment-là où j'avais besoin, j'avais envie de te transmettre un savoir-faire et j'avais envie que tu l'acquières et je t'achetais en même temps ou je t'aidais à acheter en tout cas les bons outils. Oui. Non, ça a été vraiment tout un processus très chouette où je sentais ton plaisir à transmettre et ton plaisir à me montrer comment devenir plus autonome sur l'entretien de la maison, entretien extérieur, je veux dire, les gouttières, le jardin, la voiture. Ouais, me faire comprendre qu'avec une telle voiture, je ne pouvais pas aller très loin parce qu'elle était complètement en fin de vie, etc. Des choses qui pour moi n'étaient pas importantes ou intéressantes, où je ne voyais pas l'intérêt de bien m'équiper. Et ça, c'est un truc très masculin, d'avoir les bons outils pour être autonome et libre. Et tout ça, tu l'as fait pour moi tout en m'apprenant comment faire. C'est-à-dire que, par exemple, c'est toi qui as choisi ma voiture, mais si je devais acheter une autre voiture, je pense que je pourrais le faire toute seule maintenant. Voilà, donc c'était à la fois faire pour moi, mais tout en me donnant les outils pour plus d'autonomie. Oui, sachant que c'est pas moi qui ai été voir la voiture, et c'est pas moi qui ai négocié, c'est pas moi qui ai pris la décision. Donc, et ce n'est pas toi qui as assumé le coût financier d'un petit défaut de clim, etc. Moi, j'ai assumé mon choix après. Et tu m'as pas reproché quand ça marchait pas. Absolument pas. C'est important. Mais parce que ce qui se passe aussi dans la codépendance, c'est, tu vois, je te l'avais dit, il fallait pas qu'on fasse comme ça. C'est-à-dire la capacité à pouvoir générer des reproches à l'intérieur d'une relation. Alors que dans la question de l'interdépendance, il n'y a plus de reproches puisqu'il y a une appropriation par l'un et par l'autre des sujets qui sont en commun. Tu me fais une proposition, moi je la fais mienne. À partir du moment où je me dis « Ok, je vais acheter la voiture que lui, il m'a proposée et il m'a envoyé le lien et je prends la relève, je vais aller la voir. » C'est ma responsabilité, c'est mon choix, c'est moi qui paye ma voiture. Donc, tu m'aides, ça ne veut pas dire que je te délègue la responsabilité du choix. C'est subtil, hein, oui, tout à fait. Mais c'est très intéressant. Et c'est là où
la relation peut être source de plus d'autonomie. C'est ça qui est beau pour moi. Ce n'est pas un port d'attache définitif. Waouh, je suis arrivée là, il sait faire plein de choses. Il y a même une expression, c'est comment quelle joie d'avoir un mari bricoleur. Ah, ça me dit rien, ça. Ah, ouais. Oui, je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a une expression qui circule entre femmes, comme une blague, quelle joie d'avoir un mari bricoleur. Donc, je n'étais pas dans la joie d'avoir trouvé quelqu'un qui savait faire plein de choses, mais plutôt dans me dire, c'est chouette cette opportunité d'apprendre, c'est tout. Au début d'une façon plus accompagnée, et puis petit à petit, de façon beaucoup plus autonome. Et peut-être qu'un jour, ça sera moi qui... Non, d'ailleurs, c'est déjà arrivé que des choses que j'ai apprises à faire avec toi, puis j'ai aidé des copines après. Voilà. Et puis il y a aussi... Pourquoi on parle d'interdépendance, c'est parce que ça marche dans les deux sens. Parce que moi aussi, j'en retire des bénéfices de cette relation. À la fois, sur le fait que j'ai effectivement une joie de te partager des choses que je sais et j'ai envie de te les partager parce que je vois grandir en toi et dans ta vie les choses que tu t'es appropriées. Mais il y a aussi toute une partie de toi autour de tes compétences, que ce soit des compétences en termes de compréhension psychologique, des comportements humains et des lectures que tu as pu avoir sur les sujets qu'on aborde dans le podcast, en quoi moi j'ai pu bénéficier dans mes propres relations, dans ma propre construction individuelle, de tout ce savoir que tu avais et de cette vision méta de moi-même, de mes comportements, de mes choix, mais aussi des personnes que je fréquentais, et ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul. Donc en fait, c'est un échange, c'est une interaction, c'est une interdépendance. Et aujourd'hui, si on est dans les podcasts, on est organisé comme ça dans les podcasts, c'est parce que il y a à la fois du contenu que toi tu as identifié, tous les sujets qui sont abordés, que ce soit la question le sujet même de ce podcast-là sur la dépendance, l'autonomie interdépendante ou la codépendance, c'est des sujets que toi tu as identifiés. Quand on va aborder les questions de la solitude choisie ou subie, quand on aborde tous les sujets qu'on a abordés depuis le début de la publication de ces podcasts, c'est essentiellement du contenu que toi tu as élaboré ou en tout cas couché sur papier et que l'on s'approprie ensemble, et donc on crée une relation interdépendante très créative, très nourrissante et très, très riche en fait. Et justement, on prenait l'exemple des podcasts et tu me disais, je ne sais plus comment tu avais dit, on est quand même dans une codépendance pour les podcasts et on n'était pas d'accord. Après, on est arrivé à la conclusion qu'on était plutôt dans une interdépendance où on a de la joie à faire ça ensemble, on se partage les tâches. Mais si les podcasts s'arrêtent sous cette forme-là parce que tu n'en as plus envie, je suis plus disponible, peu importe, toi, tu peux les continuer. Moi, je peux les continuer en faisant autrement. Moi, je peux payer quelqu'un pour la partie technique. Toi, tu peux t'associer à quelqu'un d'autre ou trouver tes propres sujets. Et notre monde ne s'effondre pas. S'il y a quelque chose dans la relation qui n'existe plus. On pourrait être triste, on pourrait être déçu, mais on n'a pas créé une codépendance qui fait qu'on ne peut pas vivre si ça s'arrête. Tout à fait, mais je crois même que ce que l'on crée là n'existe que parce qu'on a cette interaction. Et donc moi, c'est dans le sens où je pense qu'à partir du moment où on mettrait fin à notre lien, je vois pas quelle est la raison de la continuité de ça, à moins qu'on ait envie d'explorer, pourquoi pas, une forme de relation en dehors d'une relation amoureuse, par exemple, où on pourrait aborder d'autres sujets sur la même thématique que le podcast. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'unique, parce qu'il y a toi, il y a moi, mais il y a aussi quelque chose qui est dans le lien ou dans la relation et qui est unique et qui ne m'appartient pas, qui ne t'appartient pas. C'est vrai aussi. Ouais. Et puis maintenant, il y a plus que nous deux, il y a aussi d'autres personnes autour qui participent, donc ça donne encore plus de poids et de raison d'être à ce que l'on vit là. Ouais.
Ce deuxième épisode du buffet Amour et dépendance nous donne bien envie d'écouter le troisième, dans lequel ce sera au tour de Jean-Baptiste de nous faire part de son histoire. En attendant la suite et en attendant mon histoire, vous pouvez soutenir notre travail en allant sur notre site internet encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions. Et oui, même si on en parle beaucoup, nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans une réflexion accompagnée, dans un espace plus intime, ou tout simplement nous faire part de vos réflexions et commentaires, vous pouvez nous écrire à contact@encadamour.com. À bientôt.